Il y a des projets qui naissent avec tout le poids des attentes sur les épaules. Dès l'annonce de son adaptation animée, Dandadan a été présenté comme le prochain anime à succès en raison de la fanbase déjà bien établie autour de l'œuvre originale. Le nom du studio a aussi beaucoup joué, Science Saru, connu pour ses œuvres à forte identité visuelle grâce à son ancien président et réalisateur Masaaki Yuasa. Tout ça laissait penser à un anime incontournable, mais qu'en est-il vraiment ? L'auteur du manga, Yukinobu Tatsu, a créé Dandadan après plusieurs échecs professionnels. Plutôt que de chercher un concept réfléchi ou parfaitement calibré, il a décidé de dessiner simplement ce qui lui plaisait. Du surnaturel, des aliens, des éléments du folklore japonais et de la comédie romantique. Le résultat donne un manga au ton libre et effervescent, pensé avant tout pour divertir. Une œuvre pleine d'énergie, parfois un peu chaotique, mais toujours portée par l'envie de faire plaisir au lecteur. Une telle liberté, aussi rafraîchissante soit-elle, représentait forcément un défi pour une adaptation animée. C'est là qu'intervient Fuga Yamashiro, un nom peu connu du grand public avant Dandadan. Contrairement à certains réalisateurs plus impulsifs, Yamashiro a une approche méthodique de la mise en scène. En regardant des films, il prend des notes dans son carnet, analyse les mouvements de caméra, les cadrages, les transitions, puis les applique de manière réfléchie. Il se définit lui-même comme un nerd de la mise en scène. Et cela se ressent. Rien dans ces épisodes n'est laissé au hasard. Chaque plan a une fonction claire. Chaque code visuel est pensé pour renforcer la narration. La gestion des couleurs en est un bon exemple. La colorimétrie sert ici à différencier les entités, les ambiances, les émotions, le rouge pour l'hostilité, le bleu pour l'étrangeté, ou encore ce vert pour la puissance et le pouvoir de Momo. Ce langage visuel précis est posé dès les premiers épisodes grâce au travail de la color script Sophie Lee, mobilisée dès les débuts pour poser ses bases en accord avec Yamashiro et permettre à toute l'équipe de suivre une direction cohérente. Dès le départ, Dandadan affirme une identité visuelle forte, soutenue par une équipe ambitieuse et des choix de mise en scène marqués. Les premiers épisodes impressionnent par leur lisibilité et leur énergie. Le découpage est vif, l'action fluide et les choix visuels servent systématiquement le rythme et l'émotion. Pas besoin d'attendre pour comprendre où la série veut aller. Elle cherche à nous captiver dès la première minute. Et pourtant, derrière cette énergie, il y a un vrai travail de fond précis et rigoureux. Mais malgré cette rigueur dans l'approche, Dandadan n'a pas bénéficié d'un calendrier de production confortable. Pourtant, la série parvient à se distinguer, non pas grâce à ses conditions idéales, mais parce qu'elle repose sur une équipe talentueuse et soudée autour d'une vision claire. Parmi les figures clés, on retrouve Yoshimichi Kameda, reconnu pour ses designs expressifs et son animation énergique canadaesque, qui signe ici les créatures extraterrestres et les yokai. Même s'il n'intervient pas directement dans l'animation, son travail de design influence fortement l'identité visuelle de la série. En parlant de design, le chara-design de la série est assuré par Naoyuki Honda, un artiste méticuleux, presque maniaque dans son approche. Côté animation, on retrouve plusieurs animateurs réguliers, comme Genta Ishimori, Momo Fuji, ou encore Kyohei Ebata, notamment sur la seconde moitié de la série. En bref, Dandadan est plutôt bien garnie en termes de staff. Malheureusement, elle va très rapidement plonger dans le chaos, et ce, dès les premiers épisodes. Alors oui, la série réussit à nous surprendre avec quelques épisodes, mais lorsque l'on pense à l'anime Dandadan, on pense immédiatement à son épisode 7. L'épisode 7 marque une étape décisive dans la série, portée par le jeune Shuto Enomoto, qui signe ici son premier grand rôle en tant que storyboarder et directeur de l'animation. Il se distingue par une cohérence visuelle et une précision émotionnelle rarement atteinte jusque-là. Enomoto insuffle à cet épisode une unité forte, avec une mise en scène inventive et une action lisible, construite dans un espace tridimensionnel dynamique. Il prend le temps de ralentir le récit, notamment pour sublimer la mort d'Aira, offrant une scène poétique et respectueuse, plus subtile que dans le manga. La réalisation de Kotaro Matsunaga joue un rôle clé dans la réussite de cet épisode. Elle donne le rythme, elle accompagne avec justesse les choix de mise en scène et permet à l'ensemble de conserver une maîtrise remarquable malgré l'ambition. Un travail d'équipe exemplaire, mais aussi un cas presque isolé dans la série. Car ailleurs, cette subtilité visuelle se perd et l'animation devient plus instable malgré quelques pics de qualité parfois évidemment spectaculaires. L'épisode 7 d'Enomoto reste l'exemple le plus frappant d'une tension, d'une énergie et d'une créativité que la série aurait pu maintenir si le studio ne s'éparpillait pas sur trop de projets à la fois. Bien que cet épisode en ait scotché plus d'un, en réalité il nous fait momentanément oublier que la production a toujours été dans le mal. Mais il y a d'abord un constat simple à faire. La production de Dandadan est instable, et ce depuis le début, que ce soit au niveau de la consistance des designs ou même l'utilisation de la couleur qui est rapidement devenue le pire ennemi de la prod. Le choix initial de coder visuellement certaines scènes par une couleur dominante était intéressant. Il permettait de renforcer l'impact émotionnel ou l'ambiance. Mais plus on avance, plus le traitement devient grossier. Au lieu de subtils effets colorimétriques, on se retrouve avec des aplats monochromes de vert, de orange ou de jaune moche qui recouvrent tout. Il n'y a plus de finesse, plus de contraste, plus de hiérarchie visuelle. Tout finit par se fondre dans une saturation agressive. On pourrait alors s'attendre à ce que la pause entre les deux saisons ait permis à l'équipe de reprendre son souffle. Et bah, pas vraiment. Le split en deux cours n'était
même pas prévu. Dan Da Dan devait être une série continue, mais la production s'est retrouvée tellement en difficulté qu'ils ont été forcés de la couper en deux, laissant la première saison se terminer sur un cliffhanger ultra maladroit qui donnait déjà une impression d'arrêt brutal. Pourtant, il y a quand même du bon dans le retour de la série, que ce soit l'épisode 3 ou comme par exemple aussi l'épisode 2, storyboardé par l'excellent Eisaku Kawanami, ancien de chez Kyoani, qui contient certains passages très réussis, notamment dans les moments plus abstraits où les lignes deviennent plus brutes, presque au crayon. Ou encore l'épisode 4, qui est storyboardé et réalisé par Hironori Tanaka, qui impressionne de par ses séquences d'animation, mais aussi du fait que c'est le deuxième épisode depuis le 7 où la supervision de l'animation est gérée par une seule personne, et ici c'est Shoto Yamamoto. Malheureusement, ces pics de qualité arrivent dans un ensemble très fragile. Ce manque de cohérence empêche l'anime de maintenir une immersion stable. Il faut surtout comprendre que l'origine de cette situation est avant tout structurelle. Le projet a toujours été présenté comme une série événement, un potentiel gros titre, alors qu'il n'en avait ni les ressources ni le temps de production nécessaire au moment de la proposition du projet. Évidemment, c'est un déséquilibre classique qui arrive à de nombreuses productions, mais qui ici a eu des effets très visibles. La chaîne de production est complètement explosée, avec des crédits de fin qui ressemblent à des champs de mine, avec de la sous-traitance à foison, et ce, dès l'épisode 1. Comme mentionné en début de vidéo, Naoki Honda, chara designer de la série, est connu pour être extrêmement méticuleux, mais son application concrète dans la production semble extrêmement limitée. Le résultat est que les designs des personnages sont très souvent affaiblis ou déformés d'un épisode à l'autre. Cette instabilité est aussi visible dans l'organisation même du staff principal. Plusieurs décisions prises en cours de route révèlent un déséquilibre de plus en plus difficile à rattraper. Moko-chan, par exemple, n'était même pas officiellement dans le main staff, et pourtant, sur la première saison, il est crédité assistant directeur sur les 12 épisodes, ce qui implique une implication continue dans la supervision du projet, et ce, en ayant même réalisé l'épisode 4. Mais Moko-chan est obligé de quitter le projet même si la production est au bord du gouffre, car le studio lui a proposé de réaliser son propre projet pour une sortie en 2026, ce qui signifie que l'un des piliers discrets du suivi créatif disparaît en plein milieu de la production. À sa place, c'est Abel Gongora, qui émerge à partir de la saison 2. Lui non plus n'était pas présent dans le main staff, mais il avait tout de même participé à la série en réalisant l'excellent premier opening. Désormais, il se retrouve réalisateur de la série, aux côtés de Fuga Yamashiro. Ce changement confirme qu'une réorganisation importante a eu lieu entre les deux moitiés du projet, mais le problème c'est que, je le rappelle, de base, ce n'était pas prévu. Donc ça s'est vraiment passé en plein milieu de la production. Et c'est triste, car Dan Da Dan a beaucoup de potentiel, que ce soit dans la créativité que l'on peut voir dans ses openings ou endings, ou même certains épisodes. Car même si je suis très critique, en réalité la série reste quand même dans le haut du panier. On parle pas non plus d'une série qui enchaîne les plans fixes, mais malheureusement les talents réunis sur cette série sont nombreux, motivés et compétents, mais les conditions de production n'ont jamais permis au projet d'atteindre son plein potentiel. Alors oui, Dan Da Dan n'est pas le seul cas à avoir une production aussi désordonnée, et en réalité la plupart des productions le sont, mais si je devais énumérer chaque production avec leurs problèmes, je pense que je ne sortirai jamais la vidéo, car elle serait infinie. Aujourd'hui je parle de Dan Da Dan et je l'ai pris comme exemple. Je ne critique pas l'œuvre, ni le personnel en lui-même, mais je parle d'à quel point en termes de production interne, c'est un vrai champ de bataille, et ce depuis le premier épisode. C'est aussi pour montrer que Science Saru n'est pas le studio parfait comme beaucoup le laissent entendre, mais ça, c'est un tout autre sujet plus complexe qui mériterait une vidéo à part entière.